bienvenue à la 42e vigile, si je compte bien. Donc, dans 11 vigiles, on va avoir bouclé la boucle et on aura fait le tour du soleil. On sera resté là par tous les temps. On a connu la canicule. Aujourd'hui, on a la vigile à peu près la plus froide à date. Là, ça ne veut pas dire que c'est la plus froide de toutes, mais en tout cas, c'est la plus froide jusqu'à maintenant. Alors, on va commencer, comme d'habitude, lecture d'abord, débat ensuite. J'imagine qu'il y en a qui ont envie de parler d'une certaine démission au PQ qui a eu lieu cette semaine. En tout cas, il y aurait de quoi dire des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des lectures à faire? Bon, alors je vais continuer le feuilleton. Alors, vous pouvez vous réchauffer pendant ce temps-là, faire des promenades, car je reprends et je continue le feuilleton hebdomadaire, l'art de la guerre, tel que traduit par le père Amiot en 1772. Résumé de l'article précédent. Le choix du campement est primordial. On l'aura deviné. Il vaut toujours mieux s'installer dans les hauteurs. C'est toujours là que l'air et la nourriture sont les plus frais. Il faut tirer parti de tout. Il faut observer les signes. Ils trahissent toujours les mouvements de l'ennemi. Aucun détail n'est superflu. Mais observez votre propre armée avec la même attention que vous observez l'ennemi. Soyez attentifs à la moindre faute et châtiez les fautifs sans attendre. Votre autorité sera le prix de votre faiblesse. Enfin, il n'y a pas de mauvaise armée ni de mauvais soldats. Il n'y a que de mauvais généraux. Article 10 de la topologie. Sun Tzu dit « Sur la surface de la Terre, tous les lieux ne sont pas équivalents. Il y en a que vous devez fuir et d'autres qui doivent être l'objet de vos recherches. Tous doivent vous être parfaitement connus. Dans les premiers sont arrangés ceux qui n'offrent que d'étroits passages, qui sont bordés de rochers ou de précipices, qui n'ont pas d'accès facile dans les espaces libres desquels vous pouvez attendre du secours. Si vous êtes le premier à occuper ce terrain, bloquez les passages et attendez l'ennemi. Si l'ennemi est sur place avant vous, ne l'y suivez pas, à moins qu'il n'ait pas fermé complètement les défilés. Ayez-en une connaissance exacte pour ne pas y engager votre armée mal à propos. Recherchez au contraire un lieu dans lequel il y aurait une montagne assez haute pour vous défendre de toute surprise, où l'on pourrait arriver et d'où l'on pourrait sortir par plusieurs chemins qui vous seraient parfaitement connus, où le vivre serait en abondance, où les eaux ne seraient manquées, où l'air serait salubre et le terrain assez uni. Un tel lieu doit faire l'objet de vos plus ardentes recherches. Mais soit que vous vouliez vous emparer de quelques campements avantageux, soit que vous cherchiez à éviter des lieux dangereux ou peu commodes, usez d'une extrême diligence, persuadé que l'ennemi a le même objet que vous. Si le lieu que vous avez dessein de choisir est autant à la portée des ennemis qu'à la vôtre, si les ennemis peuvent s'y rendre aussi aisément que vous, il s'agit de les devancer. Pour cela, faites des marches pendant la nuit, mais arrêtez-vous au lever du soleil, et s'il se peut, que ce soit toujours sur quelque éminence, afin de pouvoir découvrir au loin. Attendez alors que vos provisions et tout votre bagage soient arrivés. Si l'ennemi vient à vous, vous l'attendrez de pied ferme, et vous pourrez le combattre avec avantage. Ne vous engagez jamais dans ces sortes de lieux où l'on peut aller très aisément, mais d'où l'on ne peut sortir qu'avec beaucoup de peine et une extrême difficulté. Si l'ennemi laisse un pareil camp entièrement libre, c'est qu'il cherche à vous leurrer. Gardez-vous bien d'avancer, mais trompez-le en pliant bagage. S'il est assez imprudent pour vous suivre, il sera obligé de traverser ce terrain scabreux. Lorsqu'il y aura engagé la moitié de ses troupes, allez à lui. Il ne saurait vous échapper. Frappez-le avantageusement, et vous le vaincrez sans beaucoup de travail. Une fois que vous serez campé avec tout l'avantage du terrain, attendez tranquillement que l'ennemi fasse les premières démarches et qu'il se mette en mouvement. S'il vient à vous en ordre de bataille, n'allez au-devant de lui que lorsque vous verrez qu'il lui sera difficile de retourner sur ses pas. Un ennemi bien préparé pour le combat et contre qui votre attaque a échoué est dangereux. Ne revenez pas à une seconde charge. Retirez-vous dans votre camp, si vous le pouvez, et n'en sortez pas que vous ne voyez clairement que vous le pouvez sans danger. Vous devez vous attendre que l'ennemi fera jouer bien des ressorts pour vous attirer. Rendez inutiles tous les artifices qu'il pourrait employer. Si votre rival vous a prévenu
et qu'il ait pris son camp dans le lieu où vous auriez dû prendre le vôtre, c'est-à-dire dans le lieu le plus avantageux. Ne vous amusez point à vouloir l'en déloger en employant les stratagèmes communs. Vous travailleriez inutilement. Si la distance entre vous et lui est assez considérable et que les deux armées sont à peu près égales, il ne tombera pas aisément dans les pièges que vous lui tendrez pour l'attirer au combat. Ne perdez pas votre temps inutilement. Vous réussirez mieux d'un autre côté. Ayez pour principe que votre ennemi cherche ses avantages avec autant d'empressement que vous pouvez chercher les vôtres. Employez toute votre industrie à lui donner le change de ce côté-là. Mais surtout, ne le prenez pas vous-même. Pour cela, n'oubliez jamais qu'on peut tromper ou être trompé de bien des façons. Je ne vous en rappellerai que 6 principales, parce qu'elles sont les sources d'où dérivent toutes les autres. La première consiste dans la marche des troupes. La deuxième dans leurs différents arrangements. La troisième dans leur position dans des lieux bourbeux. La quatrième dans leur désordre. La cinquième dans leur dépérissement. Et la sixième dans leur fuite. Un général qui recevrait quelque échec, faute de ses connaissances, aurait tort d'accuser le ciel de son malheur. Il doit se l'attribuer tout entier. Si celui qui est à la tête des armées néglige de s'instruire à fond de tout ce qui a rapport aux troupes qu'il doit mener au combat et à celles qu'il doit combattre, s'il ne connaît pas exactement le terrain où il est actuellement, celui où il doit se rendre, celui où l'on peut se retirer en cas de malheur, celui où l'on peut feindre d'aller sans avoir d'autre envie que celle d'y attirer l'ennemi, et celui où il peut être forcé de s'arrêter lorsqu'il n'aura pas lieu de s'y attendre, s'il fait mouvoir son armée hors de propos, s'il n'est pas instruit de tous les mouvements de l'armée ennemie et des desseins qu'elle peut avoir dans la conduite qu'elle tient, s'il divise ses troupes sans nécessité ou sans y être comme forcé par la nature du lieu où il se trouve, ou sans avoir prévu tous les inconvénients qui pourraient en résulter, ou sans une certitude de quelque avantage réel de cette dispersion, s'il souffre que le désordre s'insinue peu à peu dans son armée, ou si, sur des indices incertains, il se persuade trop aisément que le désordre règne dans l'armée ennemie et qu'il agisse en conséquence, si son armée dépérit insensiblement, sans qu'il se mette en devoir d'y apporter un prompt remède, un tel général ne peut être que la dupe des ennemis qui lui donneront le change par des fuites étudiées, par des marches feintes, par un total de conduite dont il ne saurait manquer d'être la victime. Les maximes suivantes doivent vous servir de règle pour toutes vos actions. Si votre armée et celle de l'ennemi sont à peu près en nombre égal et d'égale force, il faut que des 10 parties des avantages du terrain, vous en ayez 9 pour vous. Mettez toute votre application, employez tous vos efforts et toute votre industrie pour vous les procurer. Si vous les possédez, votre ennemi se trouvera réduit à n'oser se montrer devant vous et à prendre la fuite dès que vous paraîtrez. Ou s'il est assez imprudent pour vouloir en venir à un combat, vous le combattrez avec l'avantage de 10 contre 1. Le contraire arrivera si par négligence ou faute d'habileté, vous lui avez laissé le temps et les occasions de se procurer ce que vous n'avez pas. Dans quelque position que vous puissiez être, si pendant que vos soldats sont forts et pleins de valeur, vos officiers sont faibles et lâches, votre armée ne saurait manquer d'avoir le dessous. Si au contraire, la force et la valeur se trouvent uniquement renfermées dans les officiers, tandis que la faiblesse et la lâcheté domineront dans le cœur des soldats, votre armée sera bientôt en déroute. Car les soldats pleins de courage et de valeur ne voudront pas se déshonorer. Ils ne voudront jamais que ce que des officiers lâches et timides ne saurait leur accorder. De même, des officiers vaillants et intrépides seront à coup sûr mal obéis par des soldats timides et poltrons. Si les officiers généraux sont faciles à s'enflammer, et s'ils ne savent ni dissimuler ni mettre un frein à leur colère, quel qu'en puisse être le sujet, ils s'engageront d'eux-mêmes dans des actions ou de petits combats dont ils ne se tireront pas avec honneur, parce qu'ils les auront commencés avec précipitation, et qu'ils n'en auront pas prévu les inconvénients et toutes les suites. Il arrivera même qu'ils agiront comme l'intention expresse du général, l'intention expresse du général, sous divers prétextes qu'ils tâcheront de rendre plausibles. Et d'une action particulière commencée étourdiment et contre toutes les règles, on en viendra à un combat général dont tout l'avantage sera du côté de l'ennemi. Veillez sur de tels officiers, ne les éloignez jamais de vos côtés. Quelque grande qualité qu'ils puissent avoir d'ailleurs, ils vous causeraient de grands préjudices, peut-être même la perte de votre armée entière. Si un général est pusillanime, il n'aura pas les sentiments d'honneur qui conviennent à une personne de son rang. Il manquera du talent essentiel de donner de l'ardeur aux troupes. Il ralentira leur courage dans le temps qu'il faudrait le ranimer. Il ne saura ni les instruire ni les dresser à propos.
Il ne croira jamais devoir compter sur les lumières, la valeur et l'habileté des officiers qui lui sont soumis. Les officiers eux-mêmes ne sauront à quoi s'en tenir. Il fera faire 1000 fausses démarches à ses troupes, qu'il voudra disposer tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, sans suivre aucun système, sans aucune méthode. Il hésitera sur tout, il ne se décidera sur rien. Partout, il ne verra que des sujets de crainte. Et alors le désordre, et un désordre général, régnera dans son armée. Si un général ignore le fort et le faible de l'ennemi contre lequel il a à combattre, s'il n'est pas instruit à fond, tant des lieux qu'il occupe actuellement que de ceux qu'il peut occuper suivant les différents événements, il lui arrivera d'opposer à ce qu'il y a de plus fort dans l'armée ennemie ce qu'il a de plus faible dans la sienne, à envoyer ses troupes faibles et aguerries contre les troupes fortes ou contre celles qui n'ont aucune considération chez l'ennemi, à ne pas choisir des troupes d'élite pour son avant-garde, à faire attaquer par où il ne faudrait pas le faire, à laisser périr, faute de secours, ceux des siens qui se trouveraient hors d'état de résister, à se défendre mal à propos dans un mauvais poste, à céder légèrement un poste de la dernière importance. Dans ces sortes d'occasions, il comptera sur quelque avantage imaginaire qui ne sera qu'un effet de la politique de l'ennemi. Ou bien, il perdra courage après un échec qui ne devrait être compté pour rien. Il se verra poursuivi sans y être attendu. Il se trouvera enveloppé. On le combattra vivement, heureux alors qu'il peut trouver son salut dans la fuite. C'est pourquoi, pour en revenir au sujet qui fait la matière de cet article, un bon général doit connaître tous les lieux qui sont et qui peuvent être le théâtre de la guerre, aussi distinctement qu'il connaît tous les coins et recoins des cours et des jardins de sa propre maison. J'ajoute dans cet article qu'une connaissance exacte du terrain est ce qu'il y a de plus essentiel parmi les matériaux qu'on peut employer pour un édifice aussi important à la tranquillité et à la gloire de l'État. Ainsi, un homme que la naissance ou les événements semblent destinés à la dignité de général doit employer tous ses soins et faire tous ses efforts pour se rendre habile dans cette partie de l'art des guerriers. Avec une connaissance exacte du terrain, un général peut se tirer d'affaire dans les circonstances les plus critiques. Il peut se procurer les secours qui lui manquent. Il peut empêcher ceux qu'on envoie à l'ennemi. Il peut avancer, reculer, régler toutes ses démarches comme il le jugera à propos. Il peut disposer des marches de son ennemi et faire à son gré qu'il avance ou qu'il recule. Il peut le harceler sans crainte d'être surpris lui-même. Il peut l'incommoder de 1000 manières et parer de son côté à tous les dommages qu'on voudrait lui causer. Calculer les distances et les degrés de difficulté du terrain, c'est contrôler la victoire. Celui qui combat avec la pleine connaissance de ces facteurs est certain de gagner. Il peut enfin finir ou prolonger la campagne, selon qu'il le jugera plus expédient pour sa gloire ou pour ses intérêts. Vous pouvez compter sur une victoire certaine si vous connaissez tous les tours et tous les détours, tous les hauts et les bas, tous les allants et les aboutissants de tous les lieux que les deux armées peuvent occuper, depuis les plus près jusqu'à ceux qui sont les plus éloignés. Parce qu'avec cette connaissance, vous saurez quelle forme il sera plus à propos de donner aux différents corps de vos troupes. Vous saurez sûrement quand il sera à propos de combattre ou lorsqu'il faudra différer la bataille. Vous saurez interpréter la volonté du souverain, suivant les circonstances, quels que puissent être les ordres que vous en avez reçus. Vous le servirez véritablement en suivant vos lumières présentes. Vous ne contacterez aucune tâche qui puisse souiller votre réputation, et vous ne serez point exposé à périr ignominieusement pour avoir obéi. Un général malheureux est toujours un général coupable. Servez votre prince, faire l'avantage de l'État et le bonheur des peuples, c'est ce que vous devez avoir en vue. Remplissez ce triple objet, vous avez atteint le but. Dans quelque espèce de terrain que vous soyez, vous devez regarder vos troupes comme des enfants qui ignorent tout et qui ne sauraient faire un pas. Il faut qu'elles soient conduites. Vous devez les regarder, dis-je, comme vos propres enfants. Il faut les conduire vous-même. Ainsi, s'il s'agit d'affronter les hasards, que vos gens ne les affrontent pas seuls, et qu'ils ne les affrontent qu'à votre fuite. S'il s'agit de mourir, qu'ils meurent, mais mourrez avec eux. Je dis que vous devez aimer tous ceux qui sont sous votre conduite, comme vous aimeriez vos propres enfants. Il ne faut pas cependant en faire des enfants gâtés. Ils seraient tels si vous ne les corrigiez pas lorsqu'ils méritent de l'être. Si, quoique plein d'attention, d'égard et de tendresse pour eux, vous ne pouviez pas les gouverner. Ils se montreraient insoumis et peu empressés à répondre à vos désirs. Dans quelque espèce de terrain que vous soyez, si vous êtes au fait de tout ce qui le concerne, si vous savez même par quel endroit il vous faut attaquer l'ennemi, mais si vous ignorez s'il est actuellement en état de défense ou non, s'il s'est disposé à vous bien recevoir et s'il a fait des préparatifs nécessaires à tout événement, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Quoique vous ayez une pleine connaissance de tous les lieux, que vous sachiez même que les ennemis peuvent être attaqués, par quel côté ils doivent l'être, si vous n'avez pas des indices certains
que vos propres troupes peuvent attaquer avec avantage, j'ose vous le dire, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Si vous êtes au fait de l'état actuel des deux armées, si vous savez en même temps que vos troupes sont en état d'attaquer avec avantage et que celles de l'ennemi leur sont inférieures en nombre et en force, mais si vous ne connaissez pas tous les coins et recoins des lieux circonvoisins, vous ne saurez s'il est invulnérable à l'attaque. Je vous l'assure, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Ceux qui sont véritablement habiles dans l'art militaire font toutes leurs marches sans désavantage, tous leurs mouvements sans désordre, toutes leurs attaques à coup sûr, toutes leurs défenses sans surprise, leur campement avec choix, leur retraite par système et avec méthode. Ils connaissent leurs propres forces, ils savent quelles sont celles de l'ennemi, ils sont instruits de tout ce qui concerne les lieux. Donc je dis, connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le terrain, connais ton temps, la victoire sera alors totale. Merci. Bon, alors maintenant le débat est ouvert. Le débat est ouvert, alors s'il y a des gens qui veulent parler, je ne sais pas, peut-être dans une émission de photographie ou d'autres choses. Bonjour Pablo. Los que no estén en Colombia, que se van en unos región Habla más fuerte. de colchón. O sea, una presión de elevage de colchón. Mi mamá nous interdisait tout le temps de pas laisser entrer les cochons à la maison. Parce qu'elle arrivait puis trouvait des mauvais odeurs. Il nous punissait à nous et pas les cochons. Alors c'est la même chose que je parle du Parti québécois. La faute c'est pas de Robelo, c'est pas de rater, c'est pas de trois traîtres. Mais l'histoire du Parti québécois nous enseigne que Morin, Bouchard, Boisvert et les autres trois qui ont Boisclair. 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 Ah ouais. C'est ça, sont des traîtres parce que les partis québécois n'ont plus les véhicules qu'on pense pour l'indépendance. Ils pensent tout le temps de chercher des gens, ils s'en foutent s'ils sont souverainistes ou pas. On vient de voir, je pense que Sylvie Roy qui s'appelle, de l'ADQ. Le roi de la DQ, oui. C'est ça. Il a cherché à Sylvie Roy, puis à Mirkadi, puis la madame a dit, je suis pas souverainiste. Ils s'en foutent s'ils sont souverainistes ou pas, ils cherchent juste des gens pour attirer les électeurs. Puis ça, c'est un manque de respect, puis tard, que plutôt, pour dire ça, le parti va finir. Puis c'est ça, les blocs québécois, vous avez vu le résultat de la dernière élection, c'est à cause de ça, les gens ne peuvent pas pardonner à un ancien Premier ministre. Ils ne peuvent pas pardonner à un ancien Premier ministre, comme l'a dit Amir Kadir, une personne qui dit qu'il faut nationaliser nos ressources, qui a été Premier ministre et a conduit le Québec jusqu'à la souveraineté, quitter la vie publique pour travailler dans le privé. On peut attendre ça de Nathalie Normandin, ça c'est correct, c'est pour ça qu'il est fait, mais on ne peut pas s'attendre d'une personne qui se dit souverainiste, travailler dans un parti comme le GO. De toute façon, ce sont de bonnes nouvelles parce que los que ont fait une coalition avec des gens de la droite et la gauche, on va rester pour le moment, on ne voit pas les conséquences, mais plus tard, on va les voir. Parce que ces gens-là sont des opportunistes, et une fois, si les GO arrivent au pouvoir, je ne pense pas qu'ils vont se contenter, il va haber la méfiance envers par exemple, une personne qui va recevoir un ministère plus fort que l'autre, il va le chicar. Et alors je dis à M. Legault, bonne chance. Merci. Tu dit M. Legault, bonne chance? Ben oui, parce qu'ils vont se chevauiller. Si Legault prend le pouvoir, bonne chance, parce qu'on ne peut pas gouverner avec des gens d'idéologie de droite et de gauche. Ah, okay. C'est pas une coalition ça. Okay, sont des opportunistes qui rentrent. Et une fois que lui prend le pouvoir, il va y avoir des gens qui disent ok, moi je mérite tel ministère, moi je mérite tel ministère, puis il va y avoir la chicane. Okay.
Oh, ¿Quién quiere hablar? Avant d'être closé. ¿Quiere hablar? Vamos. Mon pays, c'est l'hiver. Hein? Oh là là! Ouais, monsieur. Les courageux, les vrais, sont là. Jean-Claude Sylvain Gay. Alors aujourd'hui, c'est une journée très froide de janvier. Un mois pour les, Comme on les aime. ouais, pour les vrais hommes et les vraies femmes. Les gens de notre pays. Il n'y a hein. pas de moustique. Faut dire une chose, il n'y a pas de moustique. Faut dire une chose, hein. Il faut savoir que dans le passé, nos ancêtres ont enduré des froids beaucoup plus impressionnants qu'aujourd'hui, des tempêtes de neige monstrueuses, alors qu'aujourd'hui, une simple petite bordée de neige, et c'est l'alerte météorologique. Et il faut faire venir l'armée pour déneiger. C'est quasiment ça. Non, ça, c'est en Ontario. Ouais, en Ontario. Peut-être, ouais. OK. Alors, donc, parlons un peu des vraies affaires, hein, comme diraient des gens de l'ADQ. Alors, présentement, ce qu'on a, On verra. oui, ce qu'on a, c'est on a eu la démission de transfuge. J'aimerais parler au transfuge, parler du transfuge de Rebello. François Rebello, que je connais bien, hein, une personne que j'ai côtoyée, une connaissance. C'est un homme quand même de bonne valeur, quand même compétent dans son domaine, dans l'investissement équitable. Et présentement, a choisi une autre voie. C'est la voie, merci, peut-être avec des gants, ça va être. C'est pas facile. Le Québec, hein? Ben, c'est quand même, c'est notre pays, hein? Et ça nous distingue. Et ça nous unifie. Le fait de le froid, hein? Le froid, nos ancêtres avaient besoin de se rassembler. En tout cas, brève parenthèse. Alors, c'est ça, se rassembler. Un bon parallèle, parce que présentement, ce qu'on voit, c'est une défection. Les gens qui arrivent avec... donc, qui voient que c'est pas plaisant. Qu'est-ce qui arrive, donc, au PQ? Ils sont pas satisfaits. Le Parti québécois, de Pauline Marois. Et ils vont aller courir ou entendre, aller suivre les sirènes, hein, les sirènes de Legault et ses blocs. Alors, le bloc à Legault, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le Rebello s'est en allé rejoindre les nouvelles pièces pour rassembler le puzzle qui ressemblera, on ne sait pas, à un peu n'importe quoi. On verra. Hein? C'est ce que le super slogan de la campagne prochaine, ce sera « On verra ». On verra. Hein? Il y a des verras aussi. Hein? On verra, puis il y a des verras. Hein? On verra les verras. Mais, c'est ça. Et donc, c'était prévisible. Et on voit que les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit simplement que c'était extraordinaire, ou pas extraordinaire, mais c'était, comment dire, un autre volte-face ou une autre transfuge. C'est pas un transfuge, c'est simplement prévisible, à savoir que Rebello allait rejoindre Legault. C'est normal, c'est son ami depuis très longtemps. Et peu importe les convictions, la conviction, c'est les copains d'abord. Alors, donc, on va aider Legault à obtenir le pouvoir, en tout cas, à l'essayer. Parce qu'il faut quand même voir que les forces se divisent. Si, par exemple, Legault va aller chercher des forces vers les fédéralistes, ça serait une bonne chose, mais ce qu'on voit, c'est qu'il va aller chercher vers les nationalistes les gens qui sont déprimés, découragés, du fait que la souveraineté, c'est simplement pour eux que c'était avant et que maintenant, il faut passer à autre chose. Alors que la situation est en train de se faire voler par un gouvernement que les gens qui ont voté légitime, hein? Mais il n'est pas responsable. C'est un gouvernement qui n'a pas de sens de l'État, le sens des amis et le sens des intérêts personnels. Et tous les gens les membres du Parti libéral ont des intérêts personnels au détriment des intérêts nationaux. Et ça, c'est toujours été passé comme stop tel. On voit présentement avec la construction du chemin de fer pour dans l'Est, un train
Le train qui devait coûter 400 millions, 3 à 400 millions, va coûter 700 millions. Et là, on n'a pas fini la facture. Là, c'est encore des choses d'administration. C'est les gens de l'ADM et on dit que c'était l'ADM. L'ADM, c'est pas l'AMT. C'est ça, l'AMT. On fonde de lettres, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est toute une même gang. Hein? Ils se donnent des contrats entre amis, on divise le pactole, puis on donne ça à des contrats. Et c'est là le problème, notre administration. AMT, c'est quoi déjà? L'agence de transport métropolitaine. Et donc, c'est ça. Donc, on se trouve à être encore aux prises avec nos ressources, notre argent, hein, durement gagné. Vous, là, qui nous écoutez, vous le savez, là. C'est ça, les gens sont en maudit. Ils sont vraiment scandalisés du fait qu'on se fait voler nos ressources. On dilapide des fonds publics et à ce moment-là, on se retrouve, gros gens comme devant, avec cette dette qui s'accumule, hein, des administrations qui se corrompent, et puis payer les contribuables, payer. Les gens en ont assez. Et c'est là qu'il faut mettre un stop, un arrêt à ce vol, une fois pour toutes, pour retrouver à ce moment-là les pleins pouvoirs. Et c'est au peuple qui reviennent les pleins pouvoirs à ce moment-là, d'élire des gens responsables, des gens qui aient la responsabilité, mais aussi qui aient les valeurs, les intérêts nationaux en premier, qui passent en premier, qui soient prioritaires, des intérêts nationaux, des intérêts pensés pour l'ensemble de la collectivité. C'est pas en allant faire des beaux projets marketing, comme dans le plan Nord, qu'on va avancer le Québec. Hein, la portion dans l'économie des mines, c'est une part infime. Oui, c'est important pour les régions, mais c'est infime dans l'ensemble de l'économie. Et là, on voit que c'est ça, là. Ils nous promettent mer et monde. Ça a l'air comme le Klondike. Mais le Klondike, tout simplement, c'était un beau rêve. Et souvent, on se retrouvait des gens qui ont investi énormément d'argent et puis qui en ont perdu leur chemise et leur vie. Et c'est ça qu'on veut pour le Québec, que les gens payent pour l'infrastructure et tout ça. Après ça, on va perdre notre pays. On va se retrouver à ce moment-là locataire. C'est devenu de plus en plus locataire de sa propre maison, de son propre pays. Alors qu'on devrait être propriétaire, être maître chez nous. C'est ça le message qu'il y avait dans les années 60. Maître chez nous. Ça disait quelque chose aux gens. C'est pas rien. C'était mettre les bases de l'État, un État responsable, un État qui assume des responsabilités. Et nos adversaires l'ont vu très bien, qu'est-ce qu'on allait faire. Petit à petit, on faisait quoi? L'indépendance. On arrivait finalement à se libérer de ce carcan qui est le système fédéral, hein? Qui est pas le nôtre, qui est pas notre monde. Puis que Stephen Harper le bâtit de plus en plus, son monde. Hein? L'unilinguisme revient. Le bilinguisme, c'est fini. À part que dans les régions où il y a vraiment des francophones qui se défendent, qui sont fiers de garder leur langue, leur culture, c'est extraordinaire. On va les appuyer dans un Québec indépendant. Pas mal plus qu'avec une province soumise à un État fédéral. Croyez-moi. Quand le Québec va être à l'ONU, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Essayer de faire des génocides comme ils ont fait dans le passé. Nos adversaires, ils le savent. Et ils veulent tout faire pour pas que ça se passe. Et tant qu'on n'arrivera pas à se rassembler, à s'unir face à nos ennemis, ben ça ne marchera pas. Puis il n'y en aura pas de pays. Puis on va être des locataires, des pauvres. Quand on se fait dire qu'on est pauvre, ben on est pauvre dans notre esprit. On est pauvre quand on n'agit pas, quand on laisse faire les choses. On est pauvre quand on se sent impuissant. Alors que, mes amis, vous êtes riches. Riches de vos ressources. Riches de vos talents. On le sait, on a des talents. Et on les voit partout dans le monde. C'est extraordinaire ce que a comme ressources de talent, le Québec. Puis c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Un système d'éducation qui a à peine
50 ans. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que le Québec a fait? Les gens qui ont préparé dans les années 60 les grandes transformations que le Québec a connues, les fruits, on a récolté les fruits 20 ans plus tard. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on voudrait arrêter ça. On voudrait se laisser mourir parce que on est trop vieux, on n'est plus capable, les jeunes, c'est l'international, tout ça. C'est bien beau l'international, mais pour être dans l'international, il faut exister une fois pour toutes, faire du Québec un pays à soi, un pays qui va être représenté dans toutes les officines internationales, qui va pouvoir prendre la parole en notre nom, au nom du peuple. Il va être notre fierté, qui va faire des erreurs, puis il va faire des bons coups. Mais ça va être notre voix, ça va être nos bons coups et nos erreurs. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui va parler à notre place. On ne sera pas assis dans le coin, dit tais-toi, tais-toi. Moi, c'est moi le gros qui parle. C'est ça qui se passe en ce moment. Les libéraux sont dans des commissions avec le libre-échange, avec l'Europe, qu'on n'est pas là. Parce que le Johnson, ça fait dire, toi, tais-toi, c'est nous autres qui parlent, c'est moi le gros, puis toi, t'es le petit, puis je peux te botter le cul. Ben, c'est ça qu'il se fait. Il se fait botter le cul. C'est assez humiliant, mettons assez calme pour endurer ça encore un autre mandat, va le voir vraiment se dire les choses en face. C'est fini. C'est fini le niaisage. C'est fini les folies. C'est fini la médiocrité. Va falloir aller viser l'excellence, l'effort, le travail. Pas lâcher. On comptera pas nos heures. Puis on va rassembler toutes les forces vives de la nation pour qu'une fois pour toutes, nous devions naître chez nous. Merci. Bravo! Bravo! Mon habitude. Jacinthe Lafrenet. J'approche. Jacinthe Lafrenet. C'est pour dire encore comment il s'appelle? Jean-Claude. C'est que Pion Mac Johnson, dont il vient de parler, qui négocie en secret pour nous autres avec le libre-échange avec l'Europe, il est payé 800 $. Il nous a déjà coûté plus d'1 million de dollars. Voilà. Bon. On est tous contents. On a plus de sport. Bonjour, Réal. Je vais me confesser aujourd'hui. J'ai péché. Encore? J'ai péché. Je dois vous avouer que le 19 décembre dernier, j'ai rencontré François Rebelleau en privé. Voici comment ça s'est passé et voici pourquoi. Au mois de décembre, dans les médias, il y a eu une conférence de presse qui a été rapportée à l'effet que Amir Kadir, donc Québec solidaire, et quelques députés indépendantistes, sionistes, ont appuyé un groupe de citoyens qui déclaraient s'être fait frauder dans une affaire financière avec la complicité de l'AMF, l'Agence des marchés financiers. L'Agence de l'Autorité des marchés financiers. Et les citoyens en question dénonçaient une collusion entre des firmes d'avocats et des compagnies et l'Autorité des marchés financiers. Cette nouvelle-là m'a intrigué parce que je me suis demandé, mais pourquoi le Parti québécois n'est pas avec Québec solidaire et les députés indépendants et indépendantistes scissionnistes pour appuyer ces pauvres citoyens-là qui ont investi dans une entreprise et qui se sont fait flouer pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, j'ai communiqué avec le bureau de François Rebelleau, vu qu'il s'occupe des affaires financières,
Et j'ai demandé de le rencontrer avec mon ami Jean-Claude Pomerleau. Et à notre grande surprise, François Rebello a accepté de nous rencontrer. Donc, sur le plateau de Mont-Royal, il est député de la Prairie, mais il habite le plateau de Mont-Royal, évidemment. Sur le plateau de Mont-Royal, dans un café, on s'est rencontrés pour déjeuner le 19 décembre dernier. Et là, on lui a demandé de nous expliquer pourquoi il ne supportait pas ces gens-là. Et il nous a dit que, à son point de vue, il était au courant, et à son point de vue, ces gens-là n'avaient pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, qu'ils avaient été victimes d'une transaction illégale quelconque. C'était pas prouvable, d'après lui, hors de tout doute raisonnable. Bon, ça nous a laissé un peu sceptiques. Ça nous faisait penser à la Croix, là, dans le temps, là, avec les autres fraudes, là. C'était pas facile de prouver ça hors de tout doute raisonnable, mais finalement, il était trouvé coupable. Mais ce qui nous avait intéressé, c'était que ces citoyens-là dénonçaient une collusion entre l'autorité des marchés financiers et des grandes firmes d'avocats, et ça nous faisait penser à l'affaire des PCAA. Donc, après avoir discuté de cette affaire-là, on a commencé à poser des questions à François Rebello sur l'affaire des PCAA. On lui a demandé pourquoi à l'Assemblée nationale, ils n'attaquaient pas le gouvernement sur l'affaire des PCAA et le cover-up qui avait eu lieu par la Caisse des dépôts de placement, par par l'ex-président Rousseau. Là. La position de François Rebello, c'était que c'est une histoire là encore, on ne peut pas prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu collusion ou fraude. Alors, la position de François Rebello, c'était que c'est une position comme un policier, comme un procureur de la couronne. Il ne regardait jamais l'aspect politique des choses, il regardait ça comme est-ce qu'on peut les traîner en cours ou est-ce que ça peut faire l'objet d'un article dans le Journal de Montréal confirmé par 2 sources qu'il y a bien eu fraude et collusion. Évidemment, une collusion, c'est difficile à prouver. Une fraude aussi, quand on n'a pas de témoins ou d'enregistrement. Mais François Rebello refusait de voir les deux affaires sous l'aspect politique, c'est-à-dire collusion dénoncée par des citoyens entre l'AMF et des grandes firmes d'avocats et des grandes firmes, des compagnies qui font des affaires, des placements financiers. Ça nous a démontré que François Rebello n'avait pas l'instinct politique et réfléchissait comme une police. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans l'affaire du Chéneau, là, avec la collision qu'il y a eu entre Chéneau et le gouvernement du Québec et les différentes instances qui font des enquêtes. Et que M. Duchesneau a dit, il ne faut pas regarder ça comme une police, il faut regarder ça d'un point de vue politique pour dénoncer un système. Donc François Rebello ne voulait pas dénoncer un système parce qu'il regardait ça comme un policier ou comme un avocat en disant que il n'y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu collusion ou fraude. Bon. Alors, on est passé à un autre sujet. On lui a posé des questions sur Legault. Évidemment, on n'avait aucune idée de ce que François Rebello était pour faire dans les jours qui suivaient, dans les semaines qui suivaient. On lui a parlé de Legault, puis on lui a dit comment ça se fait que Legault, dans l'affaire des PCA en particulier, Legault était très au courant de la mécanique de l'affaire des PCA quand il était au gouvernement et dans l'opposition, je veux dire. Et Legault avait déjà dénoncé la ministre du Trésor, comment ça s'appelle, Forgette, Monique Jérôme Forgette, parce que Monique Jérôme Forgette avait participé au cover-up des PCA. Mais plus
tard, Legault a tenté de recruter Monique Jérôme Forgette dans son équipe d'éventuels candidats pour la coalition de la CAQ. Alors, on a demandé à Rebello comment ça se faisait que il dénonçait pas la complicité de Legault dans l'affaire des PCAA par le fait qu'il avait voulu recruter Mme Forgette. Puis il nous a répondu que probablement que Legault voulait pas brasser ces affaires-là, c'est des vieilles affaires, puis il voulait tourner la page. On est sorti du café avec une impression qui nous faisait... notre impression était que François Rebello manquait d'énergie pour attaquer le gouvernement libéral, attaquer les firmes qui pillent le Québec. Bref, que c'était un homme politique qui n'avait pas à cœur les intérêts, à cœur la défense des intérêts fondamentaux du peuple québécois. Notre conclusion, c'était que c'est un membre du Parti québécois qui est probablement, d'une façon ou de l'autre, relié à des réseaux affairistes et il n'est pas combatif contre eux parce qu'il les connaît. Quelques jours plus tard, il a quitté le Parti québécois pour aller rejoindre Legault et la CAQ. Alors, on a révisé notre conclusion et notre analyse. On s'est dit, si Rebello quitte le Parti québécois pour rejoindre la CAQ, ça semble être une preuve que les affairistes ont fait une croix sur le Parti québécois. Les affairistes ont conclu qu'ils ne feront pas d'argent avec le Parti québécois, ils ne feront pas d'affaires avec le Parti québécois. C'est avec la CAQ qu'ils vont en faire parce que le Parti libéral est fini et la CAQ représente l'avenir pour les affairistes du Québec. Et la démission de François Rebello, pour nous, ça s'apparente à une espèce de auto-purgation du Parti québécois. Le Parti québécois n'est pas le parti des affairistes, parce que sans ça, Rebello serait resté dedans. Il n'y a pas d'autres conclusions qu'on peut tirer de ça. Rebello est un opportuniste, comme a dit Mme Marois, c'est clair pour tout le monde. C'est un gars qui pense à sa réaction, à sa carrière. C'est un MBA qui veut peut-être devenir éventuellement un ministre des Finances sous un gouvernement de Legault, premier ministre. Que Rebello quitte le Parti québécois nous semble salutaire, nous semble un bon signe positif qui démontre que le Parti québécois n'est pas le véhicule des pilleurs des richesses du peuple québécois. Sans ça, il serait resté là. Et actuellement, on regarde ça et on se dit, le Parti québécois, il y a des éléments qui quittent pour toutes sortes de raisons, des raisons supposément de principe, à gauche, à droite, et on pense que ce qui va rester du Parti québécois, ça va être un noyau dur d'indépendantistes qui veulent véritablement faire l'indépendance du Québec, qui ne sont pas là pour défendre leurs intérêts personnels, parce que s'ils étaient là pour défendre leurs intérêts personnels, ils auraient déjà quitté le Parti québécois ou ils le quitteront bientôt. Il y a certainement au sein du Parti québécois, et là je vais faire une distinction entre l'aile parlementaire et le parti, c'est deux choses très différentes, il y a certainement dans l'aile parlementaire du Parti québécois un bon noyau solide de purs indépendantistes qui vont être là jusqu'au bout. Et tous ceux qui vont quitter dans les semaines ou les mois à venir sont des opportunistes et des affairistes. Et on peut dire que bon débarras. Il faut faire une distinction. Bon débarras! Il faut faire une distinction entre l'aile parlementaire d'un parti et le parti lui-même. Le Parti québécois, on le sait, ça regroupe à peu près 100 000 membres. Ils ont un trésor de guerre, ils ont une expérience, ils ont une réputation.
ça ne s'évapore pas du jour au lendemain. L'aile parlementaire d'un parti peut s'évaporer du jour au lendemain. Je vous rappelle qu'en 1976, avant l'élection, René Lévesque n'était même pas député à l'Assemblée nationale. C'était un employé du Journal de Montréal. René Lévesque était chef du parti, président du parti, mais il était chroniqueur au Journal de Montréal. À l'Assemblée nationale, il n'y avait que, je pense, 6 ou 7 députés du Parti québécois qui avaient été élus à l'élection précédente. 6? Voilà, oui, il y en avait même perdu un à l'élection précédente. 6. Donc, le Parti québécois, selon la définition de Pierre-Éliott Trudeau, était un particule insignifiant. Le séparatisme était mort, mais le Parti québécois avait au-delà de 100 000 membres en 1976. Ouais. Et l'élection a eu lieu et ils ont pris le pouvoir. C'est juste pour dire qu'il y a une différence énorme entre l'aile parlementaire et le parti. L'aile parlementaire peut s'évanouir, comme on a vu le 2 mai dernier avec le Bloc québécois, mais le parti ne s'évanouit pas. Le parti persiste. Comme exemple de persistance du parti, je vous donne l'Union nationale, qui s'est faite laver par le Parti libéral en 1960 et en 1962. Pourtant, ils sont revenus au pouvoir en 1966. Daniel Johnson a repris le pouvoir. Le parti existait toujours, malgré 2 défaites électorales flagrantes. Et même en 1976, l'Union nationale existait toujours et a fait élire 18 députés. C'est ce qui a d'ailleurs favorisé la prise du pouvoir du Parti québécois, parce qu'il y a beaucoup de votes fédéralistes qui ont été à l'Union nationale. Donc, la disparition d'un parti et la disparition de l'aile parlementaire, c'est 2 choses totalement différentes. On l'a vu encore le 2 mai avec le NPD. Le NPD était inexistant au point de vue parlementaire au Québec. Et du jour au lendemain, 59 députés. OK? Donc, ceux qui concluent de la situation actuelle que le Parti québécois peut disparaître, comme Drainville vient de déclarer hier, ils ne font pas la différence entre l'aile parlementaire et le parti. C'est le propre de beaucoup de députés de se prendre pour le parti. Les députés, une fois élus, la plupart du temps, quand ils retournent dans leur comté, ils volent la vedette. C'est eux qui se mettent à diriger par le bout du nez l'association de comté. J'ai été membre de plusieurs associations de comté, dans Mercier, dans Viau, dans Nissic, là. Et quand on a le malheur de se ramasser avec un député élu, je vous dis qu'il emmène large, puis le président de comté, il prend son trou. OK? Donc, c'est quasiment dommage pour une association de comté d'avoir un élu dans son comté. Alors, c'est très important de faire cette distinction-là et de comprendre que le moment venu, les électeurs vont avoir un choix très difficile à faire et très important pour l'avenir du Québec. On a entendu ce matin à la radio que le Parti libéral du Québec est entré en mode électoral. Pour ceux qui ne savent pas, la direction du Parti libéral du Québec a donné le signal à chacune de ses 125 associations de comté de désigner au plus vite les cadres qui vont diriger, qui vont contrôler l'élection qui s'en vient. En même temps, Jean Charest continue de nous dire qu'il n'y aura pas d'élection cet hiver ni ce printemps, mais vous le savez, on peut le croire. Ce gars-là a toujours dit la vérité. Donc, nous sommes peut-être à quelques mois d'une élection. Et qu'est-ce qui va arriver? Les électeurs vont avoir le choix entre le Parti libéral pourri, entre la CAQ qui veut remplacer le Parti libéral. C'est le 2e cheval que Desmarais a mis sur la piste parce que l'autre est mort, son vieux canasson est fini. Ils vont avoir le choix, donc. Et probablement que ceux qui vont voter pour le Parti libéral du Québec, c'est uniquement les anglophones et les fédéralistes purs et durs et indécrottables. Donc, on peut imaginer peut-être une dizaine de députés du Parti libéral du Québec. La CAQ et le PQ, ça va être une lutte intense.
le camp indépendantiste, malheureusement, est divisé entre le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale, la coalition des 100 partis, le Parti indépendantiste. Bon, alors, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne lis pas dans les feuilles de thé, mais bon, ça va être très difficile de gagner cette élection-là contre la CAQ si le camp indépendantiste ne conclut pas un pacte. Mais mettez-vous à la place des électeurs. Le Parti québécois va mettre de l'avant son programme électoral, qui n'est pas nécessairement identique, copie conforme à son programme politique, mais dans le programme électoral, vous allez avoir une enquête sur la collusion et la corruption dans la construction, mais aussi dans le financement des partis politiques. Le Parti québécois va probablement aussi avoir dans son programme électoral la rédaction d'une constitution pour le Québec, avec la citoyenneté québécoise qui va apparaître, avec un État dont la langue officielle va être le français, avec une constitution qui va déclarer que le Québec est un État laïque, avec une constitution qui va déclarer que les hommes et les femmes sont égaux, et avec un programme pour remettre la main sur nos ressources naturelles qui ont été dilapidées, qui ont été bradées, qui ont été données pour des pinottes au réseau des amis de Jean Charest. Alors, l'électeur devra trancher. On va voir ce qui va arriver. Je ne pense pas que M. Martin-Hossan puisse rassembler 125 candidats sérieux pour son élection. M. Hossan n'a pas d'argent. M. Hossan n'a pas d'association de comté. Les personnes qui appuient M. Hossan, pour une bonne partie, sont des militants jeunes et sans expérience électorale qui ne savent pas comment faire une élection, ils n'en ont jamais fait. Et ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont le goût de faire des téléphones, de coller des thèmes et de poster des enveloppes ou de faire du porte-à-porte pour faire sortir le vote. C'est ça. Gagner une élection, c'est pas juste se présenter avec 125 candidats. Gagner des élections, j'en ai fait dans Huntsic, dans Mercier, dans Viau. C'est énormément de travail, ça prend des centaines de militants, ça prend des milliers d'heures de travail. Et je ne pense pas que M. Hossan, malgré tout le respect que je lui dois, soit à la hauteur. C'est pas parce que lui n'est pas une bonne personne, mais il n'y aura pas l'organisation. Le Québec solidaire est un danger beaucoup plus grand pour diviser le vote indépendantiste. S'il n'y a pas de pacte, on peut pas se assurer que la CAQ va passer pour notre plus grand malheur. Donc, espérons que les vrais indépendantistes dans tous les partis auront assez de sagesse et assez d'influence pour amener tous ces partis-là à conclure un pacte électoral, parce que vous savez qu'il suffit d'un seul vote, et je sais que c'est arrivé, justement, tout à l'heure, j'ai parlé, pas tout à l'heure, mais ce matin, je parlais avec quelqu'un de l'élection de la défaite de M. Pierre Marois en 1976. Il avait été battu par 10 votes par le Parti libéral, et quand on regarde la coalition des 100 partis, le Parti indépendantiste, Québec solidaire, ce sont des organisations qui sont capables d'aller chercher 10, 20, 100, 300 votes dans la plupart des comtés, comme dans le temps, quand j'étais candidat marxiste-léniniste. Je me présentais dans n'importe quel comté du Québec, j'allais chercher 300 votes facilement. Il y a toujours des huluberlus qui ne savent pas pour qui voter. Ça tombait sur moi. Vous voyez, je ne me prends pas au sérieux, là. Mais j'ai de l'expérience électorale. J'ai fait des élections au fédéral, au provincial, au municipal, puis au scolaire. Puis c'est facile d'aller chercher quelques dizaines ou quelques centaines de votes. Donc c'est ça qui est le plus grand danger qui menace le camp indépendantiste. Et je souhaite ardemment qu'il y ait un pacte électoral avant la prochaine élection. Merci. Bravo! 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 Pablo, moi je serai le candidat pour la circonscription de Joliette pour la Option nationale. Mais voilà.
moi, c'est la souveraineté. Puis moi, j'interpelle les gens à voter pour les partis les plus petits, Québec solidaire, pour les gens qui ne sont pas souverainistes, mais qui veulent avoir un gouvernement digne. Et Option nationale pour les souverainistes, parce qu'on est conscient qu'on est pas là pour prendre le pouvoir, mais pour donner un autre choix aux électeurs, un choix plus digne. Sinon, on serait tout avec l'ego, pour les partis québécois ou n'importe qui. Merci. Oh, bravo. Bon, Thierry Vincent, bon, je vais prendre au vol quelques points. Bon, tout à l'heure, je vais fermer la vigile, dans pas très longtemps, j'espère. Je vais lire la déclaration dans laquelle on dit qu'il faut destituer Charest. Et il y a eu beaucoup au début de la vigile, au printemps, début de l'été, il y a eu une espèce je veux dire, il y avait deux tendances d'une certaine manière. Il y a ceux qui prenaient ça au pied de la lettre, destituer Charest, c'est-à-dire on va foncer au Parlement et puis sortir un coup de pied physiquement. Et c'est comme ça que ça va se faire. Et d'autres qui disaient, bon, donc je pense que c'est plus une image et c'est plus, on va voter contre Charest et puis on va le défaire aux élections et on va fonctionner selon le système. La question, là je vais lancer un peu des questions philosophiques. Moi, j'ai toujours considéré que le destituer Charest, Charest, c'est une image, ça représente une icône de ce qu'on ne veut plus au Québec et ce qu'on n'a plus envie d'avoir comme chef d'État. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les points négatifs que représente Charest? C'est qui Jean Charest? Qu'est-ce qu'on haït tant dans Jean Charest, fondamentalement? Je vais sortir 2 points. Un, c'est quelqu'un, je crois, qui est superficiel, c'est-à-dire comme avait déjà dit Thomas Mulcair pour le définir. Il connaît très bien tous les dossiers au niveau de la formule. Il peut tout résumer en une formule, chaque dossier, mais ça ne l'intéresse pas d'approfondir les sujets après. Il n'a pas envie d'aller au fond des choses, il n'a pas envie, et il reste en surface, il reste au message. Je me rappellerai toujours de l'élection de 2003 où il disait « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». Et les gens ont fini par le croire juste parce qu'il répétait toujours les 3 mêmes mots. C'est l'espèce de la superficialité. On ne veut plus de superficialité comme ça. On veut revenir aux vraies affaires, revenir à des choses enracinées, revenir à des vraies valeurs. L'autre chose aussi, et qui revient, moi, c'est ce qui m'achale profondément, c'est qu'il nous répond par des mots magiques. En fait, un mot magique, c'est le mot économie. Il nous sort économie, il n'y a rien en dessous. Économie. Mais là, les gens finissent par se genouiller et dire « Ah oui, il a dit économie, il faut suivre, et puis bon, c'est beau, il a dit économie ». J'aimerais que dans le mouvement indépendantiste, on combatte ces deux tendances-là de notre côté. Arrêtons d'utiliser des formules magiques qui tiennent en un mot, derrière lequel il n'y a pas de programme ou de description profonde et approfondie et détaillée. Et tâchons de ne pas être superficiels et essayons de rester enracinés et profonds dans ces choses-là. Aussi, et c'est la question, là on dit, nous, l'objectif de la vigile ici, c'est de dire destituons Charest. Est-ce que c'est le seul objectif qu'on a? Parce que, effectivement, là, je le dis à la blague, là, jetez-moi pas de balle de neige. Si le seul objectif, c'est de destituer Charest, votons tous Legault, ça va être réglé. C'est sûr que Charest débarque. Alors, allons tous, tout le monde, tous les indépendantistes, allons voter Legault et Charest destituer. Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou il faut combattre Legault aussi. Il faut combattre ce que représente Charest et ce que représente Legault, comme le disait Réal Mathieu. Legault reprend un peu et le nouveau cheval de bataille de Desmarais reprend un peu les mêmes tendances. Et le problème de Legault, c'est qu'il nous dit on va mettre l'idée, toutes les questions constitutionnelles et toutes les questions d'indépendance sous une cloche pendant 10 ans et tout va être beau, ça va rester sur la glace, il n'y aura aucun problème et tout. Moi, je suis désolé, si on laisse ça pendant 10 ans, ça va se dégrader pendant 10 ans de manière épouvantable. C'est complètement idiot et inhumain, d'une certaine manière, de oser nous dire en pleine face la question qui se dégrade déjà depuis 5-6 ans. On voit la question du français à Montréal et ailleurs au Québec qui se dégrade de manière dramatique. On n'en parlera plus pendant 10 ans, ça va être beau, on reprendra ça dans 10 ans, ça va être à peu près au même point. Wow! Ça va être épouvantable dans 10 ans si personne touche à ça, si personne... Alors, Legault, ne serait-ce que pour cette phrase-là, où tellement c'est sa raison d'être, ah oui, on fera pas de chicane, il faut se rassembler, il faut reconstruire. Moi, je suis d'accord qu'il faut se rassembler et reconstruire le Québec, mais est-ce qu'on peut le faire de manière enracinée, de manière véritable et de manière réellement québécoise? Quand le Parti québécois, là,
pris le pouvoir en 76, il a commencé... Il n'était pas en dehors d'économie, il n'a pas fait des choses parce qu'il était indépendantiste. L'indépendance n'a rien à voir avec le fait de ne pas bouger au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'éducation, à tous ces niveaux-là. Donc, il faut... c'est ça, il faut viser cette espèce d'enracinement et cette espèce de choses-là. Dernier point, dernière question, la question du d'éparpillement du vote indépendantiste. Là, moi non plus, je lis pas dans les feuilles de thé. Je sais pas jusqu'où le PQ va manger son pain noir et va continuer à perdre des membres. Et j'espère que Réal Mathieu a raison et qu'il n'y a vraiment aucun lien entre les parlementaires et le parti lui-même, et que le parti reste solide et va rester intouché d'une certaine manière. Option nationale, le problème que j'ai, moi, face à l'option nationale, c'est que Jean-Martin Hossan a une rencontre entre 3 chefs indépendantistes à l'UQAM, a dit que lui, toute victoire indépendantiste était une victoire pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a plus l'air d'être une espèce de vœu pieux ou il est plus là au niveau symbolique, d'une certaine manière, pour représenter, voici, je suis un pur indépendantiste, voici à quoi ça ressemble. Et c'est ça qui est important. Et voter, si vous votez pour le PQ, je vais être content pareil. Encore une fois, il n'y a pas l'instinct du tueur, vraiment, Jean-Martin Hossan, pour le moment. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais le PQ, il y a des problèmes. Moi-même, je suis gêné de dire, oui, je vais aller voter PQ. Il y a quelque chose à nettoyer dans le PQ en ce moment. Est-ce que c'est Marois? Est-ce que c'est juste que non? Il faut suivre Marois et tant pis, on va la suivre par là. Et il faut y aller et puis on nettoiera de l'intérieur une fois qu'on sera au pouvoir. Ça, je sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est que je pense que je trouve très intéressante la tendance actuelle qui est de dire qu'il faut que l'indépendance soit une option populaire, qui appartienne au mouvement populaire en dehors des partis. Les partis vont toujours être pris avec la tendance électoraliste de dire on a peur de faire peur au monde, donc on n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout du message. Ça, le corollaire de ça, c'est que le mouvement indépendantiste ne doit pas être électoraliste et doit aller jusqu'au bout de sa ligne et doit être extrêmement cohérent, extrêmement enraciné et ne pas dire « Ah non, là, si on commence à dire ça, nous autres, là, on va faire peur à du monde, il ne faut pas dire ça, dadada. » Il y a des gens qui ont dit « Ah, on s'associerait avec vous à la vigile, mais vous dites destituer Charest, on trouve ça... Bon, ça nous fait peur un peu. » Ben, je suis désolé. Arrêtons, là. On veut plus de Charest. On dit pas Charest, c'est un méchant, puis on va le prendre, puis on va le guillotiner. C'est pas ça qu'on dit. Non. C'est pas ça que... vous prendrez ça pour vous. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis, ce que représente Charest, on n'en veut plus au Québec. Tout ce qu'il cristallise comme esprit, le fédéralisme, le fait de encore s'agenouiller devant Ottawa, le fait de dire « Ah oui, il faut défendre le français d'une main, mais on ne donnera pas les outils pour défendre le français de l'autre. » Le fait de dire « Ah, je vous dis des mots magiques, économie, puis taisez-vous. » Le fait de dire « Ah, je vais être superficiel, je vous donne des messages, puis contentez-vous de ça. » On ne veut plus de ça au Québec. On veut des informations, on veut de la connaissance. Et quand on parle du plan Nord, on veut les vraies informations, on veut connaître le terrain. Là, je vous achète avec Sun Tzu depuis quelques semaines. Il répète quand même ça, la connaissance du sol, la connaissance du terrain, la connaissance de ce qui nous entoure. Mais, dernier mot, je vais finir là-dessus, parce que ma bouche ça zèle. Une chose importante, je pense, et extrêmement primordiale, il faut se battre pour les prochaines élections. Il va falloir s'engager pour travailler pour les prochaines élections. Mais il ne faut pas, absolument pas, et ça, il faut changer ça dans notre mentalité, il ne faut pas considérer que le fait de perdre les prochaines élections est une défaite et un malheur. Il faut considérer que c'est un petit contretemps de rien du tout. Il faut s'aguerrir sur ces questions-là. Arrêter de tomber en dépression parce qu'on perd une élection. Une élection, c'est OK, on a perdu celle-là, on continue le travail au long terme pour continuer. Il faut continuer à long terme. Et pas se laisser dévier et se laisser descendre par le fait qu'il y a une élection qui a été perdue. Battons-nous pour gagner la prochaine élection. Là, on verra comment les stratégies vont tomber, effectivement, comment les chefs de partis politiques vont s'organiser ou ne pas s'organiser entre eux. Mais nous, soyons, au niveau du peuple québécois, soyons indépendantistes et gardons la ligne claire jusqu'à l'indépendance. Et on s'en fout que la prochaine élection soit perdue. On continue le lendemain de la prochaine élection, qu'elle soit perdue ou gagnée, on continue sur la même ligne. Et on surveille les partis indépendantistes au pouvoir de la même manière qu'on veut surveiller le gouvernement qui est corrompu et qui est acheté par le fédéral. Merci beaucoup. Hey, la déclaration. Bon, peut-être, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler ou...
La scène, j'ai signé les déclarations. Je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu, gars. Vas-y. Hein? Attends. OK. Ah, C'est du lait. Ah, il faut. aïe, aïe. Oh, On y va vite. On y va ensemble. Il faut pas lâcher. Les prochaines élections sont pour bientôt. Ils sont en mode électoral. Nos ennemis sont prêts pour la bataille. Soyons prêts, nous aussi. Hein? Préparons-nous. Préparons-nous à l'affrontement. Peut-être un affrontement final ou un affrontement qui est proche de la grande finale. Mais c'est comme au hockey. Hein? C'est comme une 4 de 7. Ça peut être une 4 de 7, ça peut être une 5 de 3, une 3 de 5. C'est qu'on n'a pas perdu la dernière fois. On se l'est fait voler. Le match était nul. Mais la personne à qui on avait confié de reprendre la partie nous a lâchés. Hein? Elle nous a, dans quelque sorte maintenant, on le sait, trahis. Trahis parce qu'elle est sortie de notre parti, le Parti québécois, les indépendantistes, les gens de gauche. Hein? Elle s'est accoquinée avec les affairistes, les opportunistes, puis ceux qui s'en calissent. C'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, on récolte les fruits qu'ont sommé nos ennemis, puis nos traîtres. Et c'est ça qui est triste. Maintenant, faut pas lâcher. Si on a eu des rebellos qui sont partis, ben tant mieux. Tant mieux. Ça sera quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, puis ça sera pour la prochaine élection. Une nouvelle figure qui pourra, à ce moment-là, agir pour les intérêts du Québec. Merci. Bon, bravo. Alors, nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et ses citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci beaucoup. Merci, Ce qui commence, faut que ça se finisse.